e dal canto in re a Sanua Resa. Quando ridi abbondi di bellezza, quando piangi mi togli la vita. Occhi, perché come una volta non mi guardate più? Gli sguardi belli che erano per me dove sono andati? Mi sono spariti, sì spariti, senza sapere perché per tante settimane. E io vorrei la morte piuttosto che sentirmi dire da te che non t'appartengo più. Candorinetta bunda, a isa bellezza cando picante mille a sa vita. Les coupoles correspondent à ce qui avait été réalisé à l'origine. Toute cette partie-là correspond à l'église de la période grecque. Et donc on avait de ce côté-là un bras, et de ce côté-là il n'y avait pas l'abside, il y avait un autre bras, donc une croix grecque classique, au VIe siècle. Puis au XIe siècle, changement de rite, on passe du rite orthodoxe au rite catholique. On va ajouter le vaisseau, la voûte a été réalisée à un niveau un peu plus élevé. La petite coupole, là, c'est toujours selon le principe de la tolos. Vous voyez qu'il y a une pierre, il y a même un anneau à cocher. Cette pierre, on peut la mettre. Nous, on va faire ce parcours-là, on est là à peu près, on va descendre, on arrive jusqu'à la fontaine publique, puis on va voir cet ensemble d'édifices, un quartier réservé à des activités artisanales reliées au temple. Parce que là, on va voir un temple et un autre temple qui va descendre vers la côte. On va remonter de ce côté-là, on a des restes, voilà les colonnes, des restes d'un temple romain, probablement un Capitole. On terminera par les terres. Blocs de pierre de l'époque punique, évidemment, on a employé ces blocs sans faire de nouvelles constructions. Donc on aurait retrouvé la brique de l'époque romaine. Donc il y avait une canalisation qui courait à ce moment-là au-dessous du passage. Et l'édifice que vous voyez ici à gauche, et là justement on trouve des blocs de pierre, mais on trouve aussi de la brique, c'était un véritable château d'eau. Vous voyez qu'il y a une alternance déjà dans la structure entre la partie, les assises en brique. Vous voyez la brique romaine est une brique qui a une épaisseur qui est pratiquement la moitié de la brique actuelle. Et on reconnaît assez bien, alterné avec les assises en pierre. Et quand vous voyez les piliers qui étaient à l'intérieur du château d'eau, c'était des piliers qui étaient essentiellement en brique. Là, nous avons l'une des maisons, là vous voyez, là il faut imaginer des pièces en enfilade le plus souvent, avec la pièce tout au fond. Là, ce que vous voyez là, c'est l'un des résidus, l'un des rares endroits où on voit encore ce qu'on appelle l'opus africanum. C'est-à-dire la façon de construire des Phéniciens et des Puniques. C'est deux pierres dressées, il y en a à gauche et une autre qui coïncide avec la paroi, et puis on mettait du remplissage entre les deux pierres tressées. C'était un bassin, et ici, il y avait une sorte d'exèdre, de motif bombé, qui embellissait la fontaine. On estime que c'est à l'époque byzantine qu'on a coupé cette partie du bassin parce que cette citerne avait été transformée pratiquement en château, en fortification. C'est lui qui avait été donc créé vraisemblablement à l'époque punique, qui n'ont pas phénicienne, punique. Et il y avait toute une partie qui avait été creusée dans la roche. C'est la partie que nous voyons. Et puis il y avait une petite chapelle. Les Romains, quand ils arrivent, forment un temple où il y a des portiques sur les côtés. Une chapelle centrale plus grande de celle de l'époque punique. Partie des grands thermes avec l'apoditerium, la première salle. Vous avez une banquette qui court tout le long. Ça, c'était le vestiaire, qu'avec la technologie de l'époque, on arrive à avoir de l'eau à 38 degrés. Que pour de l'eau chaude, ça va.
Et ça, c'est une citerne qui date sûrement de l'époque de la fondation de la ville, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aqueduc. Donc là, par contre, l'appareillage paraît être très soigné, avec cette forme, c'est une sorte de stade. Et Taros, il y avait des passages du Bouches-du-Rhône, de la péninsule ibérique, il y avait un trafic international. Parce que Pompéi était moins international, sans rien enlever à Pompéi. Cette église a une seule abside, elle n'en a pas trois. Les trois absides deviennent courantes en Occident à partir du VIe siècle. Donc là, c'était l'époque où on aurait pu réaliser les trois absides. En fait, on épouse le plan basilical par les chrétiens. Une seule abside avec sur les bas-côtés des parois rectilignes. C'était l'un des endroits où les gens se réfugiaient en cas d'attaque parce qu'il était construit en dur, donc les meurtrières servaient aussi éventuellement pour se défendre. Donc on a donc Saint-Antoine de Padoue. Vous voyez qu'Antoine de Padoue, toujours protecteur des enfants, donc est dans la niche centrale. Puis nous avons dans la partie supérieure Saint-Dominique qui est avec le chien. Le chien tacheté est le symbole de Saint-Dominique. Sainte-Juste qui est vénérée ici dans la volute latérale, la scène de l'Annonciation. Nuraghe è complesso, su nuraghe che è composé par une tour centrale et 4 tours latérales. Autour, il y a les villages. Le complexe a été construit en plusieurs phases constructives. La partie plus ancienne est le nuraghe. Le nuraghe a été bâti environ 1300 avant Jésus-Christ, à l'âge du bronze. La reconstruction qui vous permet de comprendre comment les sites étaient à la fin de l'âge du bronze. Vous pouvez voir une meule. La cavité dans les murs était le four. Probablement la cabane ici a été utilisée pour la production du pain. Entre les pierres, pas de ciment, mais vous pouvez voir seulement des pierres plus petites, utilisées pour encastrer les pierres. Aujourd'hui, nous ne savons pas la technique qu'ils ont utilisée pour positionner les pierres. Les 7 autres tours, c'est di argilla, PR unico romano. Maintenant nous sommes ici, à l'intérieur de sa tour. Et dans l'épaisseur du mur, vous pouvez voir deux niveaux de meurtrières. Dans la partie plus ancienne du complexe, nous sommes à l'intérieur du nuraghe, dans la cour du nuraghe. Vous pouvez voir ici, dans la reconstruction, la partie ouverte. Nous sommes à l'intérieur. Okay. Ici, dans la cour, il y a un puits. Le puits, il est 15 mètres de profondeur et il y a encore l'eau à l'intérieur. Ah oui, on voit. Le puits, probablement, a été la première construction avant le nuraghe, parce que l'eau était vitale. Et donc, ils ont bâti le puits et après, on a construit la structure. Récent puisqu'il date, on l'a daté de l'époque des Sévères. Donc à la fin du IIe siècle, Septime Sévère était natif de Leptis Magna en Tripolitaine. Il va, comme je vous disais hier, à Taros, il va embellir la ville de Taros, il est particulièrement sensible aux rapports commerciaux avec l'Afrique du Nord. Et il fait embellir aussi Cagliari et il était adossé à la roche, donc on a creusé les gradins
pour la cavea, et une autre partie était en élévation. Vous voyez, et c'est la partie qui a disparu. Là, le côté cité, on le laissait ouvert, de façon à ce que, bien sûr, il pouvait prendre le contrôle de la tour, mais il pouvait moins bien se défendre. La capitale d'Argentine s'appelle Nuestra Señora de Buenos Aires. Et le nom dérive de cette colline-là et de cette église-là. Quand les Aragonais ont assiégé la ville, on était en 1325-26 environ, et les Aragonais s'étaient installés sur cette petite colline. Et le roi Martin qui avait prié la Madone d'exaucer son vœu de pouvoir conquérir la ville de Cagliari. La colline s'appelle Bonaria. Alors est née la Madone de Bonaria, qui est devenue en espagnol Nuestra Señora de Buenos Aires, et quand ils sont allés en Argentine, ce culte a été amené en Argentine. Pisane d'origine, et au cours du XVIIe siècle, évidemment, les exigences avaient changé, et le besoin d'avoir la disponibilité d'une cathédrale à la hauteur était la cathédrale qui régissait d'un point de vue, je dirais, religieux administratif, la Sardaigne et la Corse. Celui qui était archevêque de Cagliari était archevêque pour la Sardaigne, primate, on l'appelle de Sardaigne et de Corse. Les 4 lions qui autrefois ne se trouvaient pas ici, mais qui étaient sur la façade, flanquaient les portes de la façade. C'est un symbole typique de la sculpture romane, encore, avec le lion qui est en train d'écraser le taureau, est en train d'écraser d'autres animaux, l'ours, d'autres animaux sauvages. On va dire le lion solaire, le Christ est le lion de temps. Des fleurs, la végétation, et là, il y a tous les noms. Cassian, Sélias, tous les noms de personnes qu'on a estimées être sa mort et autres. Giovanni Pisano et son père Nicola ont été parmi les premiers grands sculpteurs italiens du XIIIe siècle. Et les Pisans considèrent que désormais ces pupitres sont has-been, sont désormais stylistiquement vétustes. Et comme ils avaient le contrôle de Cagliari, au lieu de les détruire ou de les réutiliser autrement, ils les ont démontés et les ont installés. Piccola ben che sei, nel mare azzurro della Sardegna, gli dei ti hanno consacrata, della natura